Bonsoir à vous, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers amis artésiens. Salut mes camarades. L'actualité internationale, c'est l'escalade verbale et militaire entre Donald Trump et deux dirigeants de deux pays d'Amérique latine, le Venezuela et la Colombie. Déjà plus de 30 morts dans des frappes maritimes américaines. Prétexte, la lutte contre les narco-terroristes et les cartels de drogue qui introduisent des quantités phénoménales de cocaïne et de fentanyl aux États-Unis. El que no diga sí, se arrodille ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante. Esa es la estrategia, pues burda, vulgar, que ofende la inteligencia de los pueblos de América Latina. L'administration de Donald Trump prépare-t-elle une guerre terrestre au Venezuela? Y a-t-il derrière ces menaces et actions ciblées une volonté de contrôler les ressources du continent sud-américain? L'Amérique aux Américains, le fameux axiome de la doctrine Monroe, vu par Trump, inclut-il l'Amérique du Sud? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve Marie Bonisso et Victor de Quiver pour vos chroniques. Mais oui, à l'occasion d'Octobre Rose, Elisabeth, je vous parle de la place des saints dans l'art occidental. S-E-I-N-S. Oui. Certes. Et vous, Marie? Une tradition dans toute la Méditerranée, quand le soleil se couche, sortir prendre le frais et discuter pendant des heures avec ses voisins sur le trottoir, une tradition en voie de disparition, se désolent les anciens. À tout à l'heure. Et pour commencer, un événement historique a eu lieu au Japon. Une femme vient d'être nommée au poste de Premier ministre, la première dans l'histoire de l'archipel, et une dure à cuire, semble-t-il, ultranationaliste, xénophobe assumée, proche du parti d'extrême droite Sansei-to et anti-féministe. Pour évoquer Sanae Takaichi et les défis qui l'attendent, nous recevons la politologue spécialiste de l'Asie, Valérie Niquet. Valérie Niquet, bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Vous êtes la personne qui tombe à pic. Vous connaissez si bien le Japon. Vous venez de publier Le Japon en 100 questions, un modèle en déclin, tout est dit. Donc pour évoquer cet événement historique, c'en est un. Pour la première fois, une première ministre, Takaichi Sanae étant son prénom. Oui, effectivement, pour le Japon, c'est un peu un exploit quand on voit la place des femmes dans la société et dans le monde politique. Ceci dit, on en reparlera certainement. Je ne suis pas absolument certaine qu'elle change fondamentalement les choses. Eh bien, précisément, vous avez le profil idéal pour nous dresser un portrait robot de cette femme première ministre. Le voici réalisé par Gaël Legrand. On vous retrouve juste après, Valérie Niquet. Valérie Niquet, vous êtes politologue, spécialiste de l'Asie. Hier, Sanae Takaichi est devenue la première femme chef du gouvernement du Japon. Pour nous aider à mieux connaître cette conservatrice du Parti libéral-démocrate, vous avez le profil idéal. Sanae Takaichi a 64 ans. Vous la considérez comme une passionnariat de la droite dure qui ne mâche pas ses mots, quitte à dire des bêtises. En 2006, elle est nommée ministre au sein du premier gouvernement de Shinzo Abe. L'ex-leader du PLD devient son mentor, tandis que l'ex-première ministre britannique Margaret Thatcher, la dame de fer, est son héroïne en politique. En 2016, Sanae Takaichi obtient le portefeuille des affaires intérieures. Le 15 août, anniversaire de la signature de la capitulation du Japon en 1945, elle se rend au sanctuaire Yasukuni, un geste polémique, car dans ce temple, symbole du militarisme et de l'impérialisme japonais, des criminels de guerre sont honorés. La carrière politique de Madame Takaichi a pris un tournant décisif cet été. Le Parti libéral-démocrate opte pour une présidente qui incarne une ligne dure. Le 4 octobre dernier, Sanae Takaichi est donc élue à la tête du plus important parti japonais. Hier, après un accord de coalition avec le parti Ishin qui prône une proportion de résidents étrangers aussi basse que possible, elle a donc été désignée chef du gouvernement. Décidée à augmenter le budget de la défense et à encadrer l'immigration, la première femme première ministre du Japon considère aussi que l'égalité salariale homme-femme menace les valeurs familiales traditionnelles. De même, elle soutient la succession masculine dans la famille impériale. Selon vous, derrière la façade moderniste d'une femme à la tête du gouvernement, se profile un Japon figé dans un conservatisme social anachronique.
En effet. Valérie Niquet, le journaliste américain qui vit depuis 30 ans au Japon, Jake Adelstein, l'auteur de Tokyo Vice, a publié un portrait très à charge avec une formule incroyable en disant le fait que le Japon nomme une première ministre, c'est on crève un plafond de verre, mais ce plafond, c'est le couvercle d'un cercueil, et ce cercueil, c'est celui des libertés. Vous êtes d'accord avec son diagnostic ? Alors, peut-être un bémol, il va falloir voir comment ça va se passer, d'abord combien de temps elle va durer, parce que l'élément le plus important, outre le fait qu'une femme ait été nommée Premier ministre, c'est tout de même le fait aussi que le PLD, le Parti libéral-démocrate, qui est au pouvoir depuis les années 50, quasiment sans interruption, est en minorité, qu'il a fait exploser sa coalition traditionnelle et que donc il n'a pas de majorité dans les deux chambres. Et il faut constituer des alliances, des tractations, c'est ce qui s'est passé pour qu'elle arrive à être nommée Premier ministre, parce qu'après avoir été désignée présidente de son parti, le Parlement a beaucoup balancé, il y a eu des partis qui ont menacé de s'allier contre elle, donc c'est très fragile. Et elle a été obligée de faire appel à toute une série de gens qui n'ont absolument pas forcément ses positions les plus radicales, donc je pense qu'on va retomber dans le train-train de la politique japonaise qui est fait de consensus et d'harmonie. Très bien. Elle a été ministre de l'Information en 2016 sous Shinzo Abe dans son gouvernement et elle menaçait de révoquer des licences des chaînes télévisées si ces chaînes télévisées, à travers leur information, ne suivaient pas la ligne gouvernementale. Ça, quand même, en dit long sur ce qui risque de se passer pour la liberté de la presse. Effectivement, elle est très proche. Alors, la liberté de la presse au Japon existe, mais en face, c'est un journalisme très particulier sur des dépêches d'agences qui doivent être reprises, des clubs de journalistes autorisés. Mais enfin, les réseaux sociaux ont fait voler tout cela en éclats. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle a tant de popularité, c'est que sur les réseaux sociaux, eh bien, ce discours plaît. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a suivi la politique de Shinzo Abe lorsqu'elle était ministre de l'Information, et que cette idée de reprendre un peu le contrôle, de redonner vie à un Japon puissant, un peu nostalgique, oui, c'est quelque chose qui était très présent. De là à pouvoir le faire, c'est quand même autre chose. Alors, elle serait la marionnette d'un certain Taro Aso. Mais qui est-il, ce Taro Aso ? Alors, il a eu plusieurs fois... Il a une position très importante au sein du PLD. C'est un des politiciens... Vous avez vu, sans doute, dans ces photos, que Takaichi est là. Évidemment, il y a deux autres, je crois, ministres, dont celle, la ministre des Finances, qui est très importante, qui est une femme. Mais enfin, dans un océan de messieurs assez chelus. Il est très controversé, Taro Aso. Il aurait eu des déclarations Taro Aso a souvent eu des déclarations, disons, maladroites, si on veut être ce qu'on dit, je reprends des termes qu'on entend beaucoup au Japon, mais c'est un classique du parti. Il a gardé une faction très puissante, contrairement à d'autres balayés par les scandales divers, et il a décidé de soutenir Takaichi. L'objectif, en la mettant au pouvoir de tous ces messieurs, c'est que le PLD a perdu sa majorité, mais surtout, on a vu émerger au Japon un autre parti, le Sanseito, qui a cartonné d'extrême droite, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle chez nous l'extrême droite, qui est apparu pendant le Covid, sur des théories complotistes, qui prône le fait que l'empereur puisse à nouveau être autorisé à prendre plusieurs concubines pour garantir une descendance mâle, enfin bon, très particulier, très proche de Trump. Et devant la montée, le PLD paniqué s'est dit, on va mettre Madame Takaichi, qui d'ailleurs a, chose amusante, c'est très japonais, elle est contre les doubles noms féminins mariés des époux. Elle avait épousé un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui est toujours son mari. Simplement, elle avait pris son nom et ensuite, elle en a divorcé. Ils se sont remariés et cette fois-ci, c'est son mari qui a pris son nom à elle. Donc ça, c'est les arrangements qu'on trouve assez souvent au Japon aussi. Alors, on va évoquer avec vous, Valérie Niquet, et avec Anna, une forme de xénophobie assumée et ses propos et ses thématiques autour de l'immigration. Oui, le Japon aux Japonais, les Japonais d'abord, sont des phrases qu'on entend de plus en plus régulièrement dans la bouche des Japonais. Alors, c'est vrai que le pays accueille de plus en plus d'étrangers pour pallier au manque de main-d'œuvre, 3,7 millions en 2024, mais ça ne représente que 3% de la population, mais ça a quand même suffi à réveiller un grand sentiment d'insécurité, au point d'accuser ces étrangers d'absolument tous les maux, viols, meurtres et délits en tout genre. Les Kurdes, les Chinois, les Africains sont particulièrement ciblés, mais les touristes étrangers aussi. Eux qui étaient 6 millions il y a 20 ans sont près de 37 millions aujourd'hui. La Première ministre les accuse personnellement de semer le chaos avec leur comportement inapproprié.
y compris avec les daims sacrés de sa région d'origine, Nara. Et puis, il y a même, elle envisage de limiter le nombre de touristes étrangers à l'avenir. Et d'ailleurs, il y a même une ministre dédiée à la coexistence avec les étrangers de façon disciplinée. Est-ce que vous pensez que se priver des étrangers, c'est une façon de se tirer une balle dans le pied quand on voit la situation économique et démographique du moment? Alors, cet emballement sur les étrangers est très sensible. Hein. On le sent quand on est au Japon. Mes enfants, qui sont à moitié japonais, le sentent aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très présent et qui a flambé. Et qui se focalise effectivement sur la visibilité des étrangers. L'énorme problème que va avoir Takaichi, c'est qu'effectivement, ceux qu'on voit partout, et c'est Abe, donc le mentor de Takaichi qui les a fait venir, ce sont les touristes qui sont en plus massés là où il y a des choses à voir au Japon, ce qui n'est peut-être pas partout. Effectivement, Kyoto, les jardins, Tokyo, certains temples, c'est un pays qui a été beaucoup détruit. Donc, il y a un effet de masse très important. Il y a l'effet Instagram, évidemment, de ceux qui ont envie de faire des vidéos amusantes, ou pas du tout amusantes d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Même si Takaichi s'attaque le slogan de cette dame qui a été nommée ministre, entre guillemets, de l'immigration, entre autres, c'est zéro immigrés illégaux, ce qu'on entend aussi beaucoup ailleurs. Sauf qu'au Japon, en comptant large, on pense qu'il y en a à peu près 60 000 à 70 000 sur 120 millions d'habitants. Et ils en ont besoin vu le vieillissement de la population. Et ceux-là sont illégaux, donc ce sont les seuls qui pourraient être, selon leurs nouvelles règles, expulsés plus rapidement. Mais ça ne ferait pas disparaître ces étrangers visibles qui font que le Japonais, qui souffre déjà de problèmes économiques, qui ne peut plus rien acheter avec son yen trop bas, se dit tout est fichu, le Japon a perdu son âme. Et vous diriez qu'elle est militariste ou pas? Parce qu'elle a un discours quand même très révisionniste par rapport à la Corée du Sud, dont elle dit que le Japon ne l'a jamais envahi, par exemple, ou qu'elle n'est pas responsable de la guerre avec la Corée. La dimension, il y a deux choses. Ce qui est assez particulier au Japon, c'est que les gens qui s'intéressent aux questions stratégiques parfaitement légitimement, notamment face à la menace chinoise, face à toute une série de menaces, et qui souhaitent que le Japon retrouve la capacité d'avoir une défense, en tout cas plus normalisée. Il ne s'agit pas d'être... sont souvent... aussi avec une position très sur la défensive sur l'histoire. Et ça s'inscrit aussi dans un monde où la fin de la guerre froide n'a pas eu lieu. Et du coup, en fait, la Chine, par exemple, pour se focaliser aussi sur la Chine, ne laisse absolument pas le Japon exprimer non pas une position révisionniste sur l'histoire, mais par exemple la nécessité de retrouver une armée à peu près normale. Alors, actuellement, l'armée japonaise est anticonstitutionnelle. Donc quand on parle de la Constitution, c'est pas uniquement redevenir une puissance capable d'envahir toute l'Asie, c'est tout simplement reconnaître la réalité des faits aujourd'hui. Valérie, mais c'est vrai qu'elle est plutôt sur une tendance... Une question, les femmes. C'est une femme qui est Premier ministre. Que doivent attendre les femmes par rapport à pilule abortive, IVG, droits des femmes? Elle est féministe? Pas du tout. Elle est traditionnaliste. En fait, elle a réussi, comme beaucoup de femmes réussissent au Japon, et comme l'avait sans doute fait Thatcher, son modèle à l'époque, en gommant tout à fait, complètement, non pas le côté féminin, fantaisie, mais... en essayant de démontrer aux hommes qu'elle était aussi, entre guillemets, traditionnelle et défendant des valeurs soi-disant masculines Et c'est ainsi qu'elle pouvait être acceptée, en fait. Merci d'être venu nous apporter quelques pistes pour comprendre mieux qui est cette Takaichi Sanae Takaichi. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Merci Valérie Niquet d'être venue dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur le déploiement militaire américain dans la mer des Caraïbes et l'offensive de Trump contre le Venezuela et la Colombie et ses dirigeants. Selon le président, une guerre juste contre les cartels et les narcoterroristes qui inondent les États-Unis et selon d'autres, une volonté de rafler des ressources en Amérique du Sud et de devancer la mainmise de la Chine sur ce terrain. Assiste-t-on au retour d'une forme d'impérialisme américain au Sud? Débat après la mise au point d'Amira Swilem. La tension est montée d'un cran ce week-end sur le continent américain. Coutumier des discours enflammés, le président vénézuélien Nicolás Maduro a tenu à alerter son peuple d'un danger imminent selon lui. Le gouvernement des États-Unis a décidé d'envoyer la CIA au Venezuela. Vous avez vu les informations ? Ils ont autorisé la CIA à mener des opérations contre le Venezuela. La raison de la colère du président vénézuélien, Donald Trump, qui a déclaré ne pas exclure une intervention terrestre au Venezuela.
Le New York Times soutient que l'administration américaine serait même prête à aller plus loin. Des responsables américains ont clairement indiqué, en privé, que l'objectif final était de chasser M. Maduro du pouvoir. Une escalade qui intervient alors que les États-Unis ont classé les cartels de drogue comme organisation terroriste cet été. Depuis, l'interventionnisme américain en Amérique latine se renforce. 8 navires de guerre, un sous-marin nucléaire et des milliers de militaires ont été dépêchés dans les Caraïbes. À ce jour, 7 frappes américaines ont fait 32 morts, parmi lesquels un pêcheur colombien, de quoi susciter l'ire du président Gustavo Petro. J'appelle le monde à nous aider. Auparavant, j'appelais le monde à aider la Palestine. Maintenant, je l'appelle à nous aider. Les conseillers de Donald Trump veulent nous attaquer. Ce sont des mafieux. Et Trump les croit. Des opérations assumées par Donald Trump qui se réserve le droit de les poursuivre. Il a aussi menacé d'augmenter les tarifs douaniers et de stopper les aides américaines à destination de la Colombie. Every boat that we knock out, we save 25,000 American lives. And you can see it. The boats get hit and you see that fentanyl all over the ocean. Alors, pourquoi cet interventionnisme grandissant des États-Unis dans la région ? Derrière ces opérations anti-drogue mises en scène, les États-Unis ne cherchent-ils pas à accéder à certaines ressources naturelles comme le pétrole, le cuivre ou encore le lithium ? Assiste-t-on au retour de l'impérialisme américain en Amérique latine ? 2-3 invités pour ce débat. Florian Louis, bonsoir, historien des relations internationales. Vous êtes membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Dernier essai, 1904, genèse du XXe siècle, aux presses universitaires de France. Selon vous, l'Amérique latine a toujours été et restera toujours l'arrière-cour des États-Unis, notamment à cause du déséquilibre de puissance entre les deux pôles. À côté de vous, Luis Regada, bonsoir, journaliste au quotidien L'Humanité, responsable de l'Amérique latine. Vous avez publié hier un article intitulé « Donald Trump ou le retour de la doctrine Monroe ». Selon vous, les États-Unis ont mis en place tout un dispositif pour faire tomber le président du Venezuela, le fameux Maduro. Donald Trump n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et à côté de vous, Laurence Nardon, bonsoir, docteur en sciences politiques, responsable du programme America Free. Votre ouvrage « Géopolitique de la puissance américaine » est paru chez Humain 6. Selon vous, le but de Donald Trump n'est pas de s'emparer du pétrole au Venezuela, mais d'empêcher la Chine de mettre l'Amérique du Sud sous sa coupe. Et on démarre le débat avec la doctrine Monroe. Oui, du jour que vous venez de mentionner, cette doctrine du nom de l'ancien président américain James Monroe, qu'il avait édictée en 1823 lors d'un message annuel au Congrès. Il y condamnait toute intervention des Européens dans les affaires des Amériques, comme il disait, c'est-à-dire de l'Alaska à la Terre de Feu. Premier pas historique, dit-on, considérant que l'Amérique latine comme une forme de précaré des États-Unis, et d'où ce dessin qu'on va voir d'un oncle Sam impérialiste ou expansionniste. L'Amérique latine, Florian Louis, elle est redevenue, vous diriez, l'arrière-cour des États-Unis aujourd'hui ? Elle est géographiquement. Alors c'est très intéressant le dessin que vous montrez parce qu'il pourrait être mal compris, surtout aujourd'hui. Ce que dit la doctrine Monroe, c'est nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes les grands frères, les protecteurs du continent américain. Et donc, alors là d'ailleurs, je vois que vous avez mis 1905. Alors je ne sais pas si beaucoup c'est la doctrine, le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe qui coûte de 1904. C'est la date du dessin. C'est la date du dessin, pardon. Voilà, je ne comprenais pas parce que la doctrine Monroe c'est au début du 19e bien avant, siècle. Donc, excusez-moi, mais le bâton là, c'est le fameux big stick, hein, il est tourné plutôt vers les Européens et pas vers la Sainte-Alliance, la fameuse Sainte-Alliance. En disant attention, si vous voulez revenir, pour ceux qui n'y sont plus, c'est-à-dire à l'époque il reste quelques colonies européennes, mais plus beaucoup. Attention, les États-Unis vous en empêcheront parce qu'effectivement, désormais, l'Amérique latine, le continent américain, c'est notre chasse gardée. Mais donc là, c'est une Amérique qui se posait, non sans arrière-pensée, en protectrice, en amie. Donc c'est tout le contraire de ce à quoi on a affaire aujourd'hui, où on a un Donald Trump qui tend effectivement lui aussi un big stick, un gros bâton, sous la forme de sa marine, mais cette fois-ci contre les latino-américains. Donc on est bien plus dans ce qu'on a appelé justement le corollaire Roosevelt, je n'aurai pas le temps de détailler ici, mais une doctrine plus agressive à l'égard, plus intrusive, plus ingérente à l'égard du continent américain, que dans la doctrine Monroe originelle, qui se voulait en tout cas dans l'esprit fraternel et amical. Luis Regada, en même temps, Trump ne se voulait pas le gendarme du monde, comme il disait, voilà qu'il intervient au nom, il faut le dire, du narcotrafic.
Voilà, c'est le prétexte qui est avancé aujourd'hui. C'est un prétexte ou c'est une cause véritable pour justifier tout de même ces 30 morts dans des frappes dans les eaux internationales? Alors, il est totalement vrai que le narcotrafic est une question qui est gravissime sur le continent et que l'Amérique latine a une grande part de responsabilité à ce sujet. Dans l'exportation, dans la production, notamment de cocaïne ou aujourd'hui de méthamphétamine. Exactement. Mais bon, si les États-Unis voulaient vraiment s'attaquer à ce problème, ils commenceraient peut-être par développer des politiques de santé publique chez eux, à s'attaquer, bon, non pas aux cartels, on ne peut pas parler de cartels pour les États-Unis, mais il y a quand même des gangs qui distribuent, ce ne sont pas les cartels mexicains qui distribuent sur le territoire des États-Unis, et peut-être le point très très important, notamment pour le Mexique, si on a des cartels si puissants au Mexique, c'est notamment parce qu'ils peuvent compter sur des armes lourdes, des armes de guerre, ces 500 000 armes lourdes qui transitent illégalement du nord au sud chaque année. C'est toute une économie, il y a plus de dizaines de milliers de points de vente le long de la frontière, mais on sait qu'aux États-Unis, il y a un lobby très, très important. Sur les armes. Et que, bon voilà, donc ces différents points qui permettraient, pour commencer à faire le ménage chez lui, s'il voulait s'attaquer à ce point. Et bon, pour le reste, c'est un prétexte, mais on aura le temps de développer plus. Mais alors, juste pour revenir, Laurence Tardon, sur ces frappes dans les eaux internationales, est-ce que c'est légal ou il y a un doute sur leur justification, sur la légalité? Alors, dans la mesure où ça frappe des civils qui ne sont pas en train de commettre un acte directement dangereux, c'est considéré comme illégal par le droit international. Donc, voilà. Mais... Et il parle de narco-terrorisme en même temps pour justifier ça. Parce qu'en ça, fait... voilà, il y a un nouveau néologisme, un nouveau vocabulaire qu'il utilise. Je crois que ce terme existe déjà. En réalité, quand on parle de la politique des États-Unis sur la drogue, ça date de 1971. La War on Drugs, la guerre contre la drogue, a été lancée en 1971 par Nixon, et elle n'a pas cessé depuis, et la situation n'a pas complètement, ne s'est pas du tout améliorée, au contraire. Et donc, on peut penser que ce qui se passe avec Trump aujourd'hui n'est qu'un nouvel épisode, alors avec des nouvelles méthodes, puisque maintenant il frappe des navires vénézuéliens ou colombiens ou autres dans les Caraïbes. Donc, l'efficacité de cette guerre contre la drogue pose problème depuis plus de 50 ans. En tous les cas, l'administration américaine, elle assume totalement ce recours à la force. Écoutez le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Look, our main focus is obviously to blow up these boats that have narcotics on them, and we're extremely confident that when we take out one of these boats, it's a boat that would have really terrible poison that would kill tens of thousands of Americans. But we're certain these guys are narco-terrorists. What happens to them, I don't really care so long as they're not bringing poison into our country. Florian Louis, cette stratégie est quand même toute nouvelle. On aurait pu avoir recours aux États-Unis aux gardes-côtes pour interpeller. Ce n'est plus le cas. On va beaucoup plus loin. Effectivement, là, Trump est un peu devenu le pirate des Caraïbes, celui qui, comme un pirate, justement, totalement illégalement, ordonne en tout cas des attaques contre des navires qui sont peut-être, mais à vrai dire, il n'en apporte aucune preuve. Alors, on doit lui faire confiance, mais peut-on lui faire confiance? Je ne sais pas. Mais vous direz qu'il est en guerre contre ces pays aujourd'hui, même s'il ne... Non, il n'est pas en guerre contre ces pays, mais il pourrait le devenir, puisque le président Petro de la Colombie accuse, et là encore, je n'ai pas des preuves pour retrancher, mais qu'une de ces frappes aurait eu lieu dans les eaux territoriales colombiennes. Donc là, pour le coup, c'est un acte de guerre que de commettre un acte de guerre dans le territoire. Un pêcheur aurait été tué. Et qui pouvait ayant tué un pêcheur. Donc effectivement, là, on entre dans des actes de guerre. Donc il faut effectivement distinguer, je pense, la rhétorique. La guerre à la drogue, même en France, je pense que des hommes politiques ont employé cette expression. Et les actes, et les faits. Et ce qui est important, c'est les faits. Et de fait, il y a des actes de guerre qui sont commis, qui pourraient effectivement dégénérer, même si... Par définition, on va dire la force militaire des États-Unis et le déséquilibre vis-à-vis de la Colombie fait que, évidemment, en face, on est quand même attentif à, verbalement, certes, répondre, mais sans doute à être prudent quand même sur les actes. Mais précisément, à propos des anathèmes et de la rhétorique, Donald Trump vient d'accuser le président colombien d'être un baron de la drogue. Alors, ça donne l'impression qu'il va suivre le même chemin pour s'en prendre à la Colombie que ce qui avait été déjà fait jusqu'à maintenant pour le Venezuela. Mais c'est très intéressant de parler justement de narcoterrorisme, comme vous le pointiez, et même de guerre, parce qu'une des premières choses qu'il a faites en arrivant, en revenant, en se réinstallant derrière le bureau ovale, c'est justement de déclarer ces cartels, non pas seulement des narcotrafiquants, mais de créer un lien juridique entre cartel et terrorisme. Donc il crée ce terme de narcoterrorisme.
Et à partir du moment où on n'a plus seulement affaire à des cartels de la drogue, mais à des narco-terroristes, ça ouvre tout un éventail d'outils juridiques et autres pour intervenir. Ensuite, il y a eu le déploiement militaire, mais on reviendra après sur ça, ça a déjà été mentionné dans la vidéo. Et après avoir fait ce premier pas de déclarer une situation d'affrontement contre des cartels qui seraient des narcoterroristes, il autorise par décret le Pentagone à agir sur le continent, donc à agir militairement. Et ensuite, il pose un cadre juridique pour justifier des frappes militaires. Donc, parler de guerre, c'est pas innocent. Laurent Tardon, est-ce qu'il veut aller jusqu'à renverser Maduro et Petro Alors ça, c'est vraiment très intéressant sur la politique étrangère de Trump. Oui. Depuis son premier mandat, on a vu plusieurs moments dans la politique étrangère de Trump. Donc, premier mandat, il était plutôt en retrait, il ne voulait pas se mêler des affaires du monde, ramener les boys à la maison, que les États-Unis ne soient plus le gendarme du monde, et surtout pas faire de changement de régime, qui est donc ce qu'on voit peut-être se dessiner aujourd'hui. Et là, dans son deuxième mandat, on voit d'une part un président qui s'est affirmé, c'était en janvier, comme très prédateur. Rappelez-vous, le Groenland, le Canada, le Panama, etc. Donc les tarifs douaniers, enfin voilà, qui veut à nouveau faire vivre une sorte d'impérialisme américain. Et puis, dans un troisième temps, on a vu, donc là plutôt ces derniers mois, ces dernières semaines, un président qui se remet à faire de la diplomatie. Donc là, on ne parle pas uniquement de l'Amérique latine, mais de l'Ukraine ou de Gaza, etc. Donc un président qui se laisse attirer à nouveau dans la politique internationale. Et cette histoire de changement de régime participe de cette évolution de Trump. On se dit que peut-être qu'il est séduit par les conseillers autour de lui qui lui disent « Monsieur le Président, vous êtes le plus fort, vous pourriez certainement réussir. » Vous pourriez changer la donne. Selon le New York Times, la CIA aurait reçu le feu vert de la Maison-Blanche pour neutraliser, c'est entre guillemets, Maduro, donc l'autocrate vénézuélien. Trump n'a pas démenti. Est-ce que c'est envisageable? On va voir la réponse, qui est une réponse tartuffienne, si je puis dire. Avec Trump, j'ai envie de dire, tout est envisageable et je ne me risquerais pas devant une caméra à dire ce n'est pas envisageable. Simplement, ce qui est envisageable, c'est que cette fuite, comme souvent les fuites, elle soit organisée, donc que le but, ce soit surtout d'inspirer une forme de crainte, pas forcément chez Maduro lui-même, mais voilà, là, on est, je pense, plus dans une guerre de communication. Parce que si le président des États-Unis décidait vraiment... Il ne le dira pas. Voilà, il ne va pas le dire, il va le faire. Donc, le fait qu'on nous le dise, c'est pour nous faire parler, nous aussi. Et je pense que, voilà, il n'y a pas besoin... Je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça. Éliminer Maduro, ça n'éliminerait pas le régime au demeurant. Donc, je pense que si vraiment il veut faire tomber le régime, il faut s'y prendre autrement et qu'ils ont d'autres plans. Vous vous disiez en préparant cette émission qu'un missile sur le palais de Maduro n'est pas exclu. Rien n'est à exclure pour vous? Alors, ce qui est intéressant pour revenir sur la CIA, c'est qu'effectivement, le fait de le rendre public, c'est une façon de faire monter la pression. Le Venezuela, rappelons que c'est un pays qui est dans la mire des États-Unis depuis 25 ans maintenant, depuis l'avènement de la révolution bolivarienne, qui est porté au début par Hugo Chavez, qui est un projet qui cherche à s'émanciper de la tutelle états-unienne et reprendre notamment la main sur les ressources naturelles du pays. Dès 2002, la CIA avait agi, avait participé au coup d'État, subi par Hugo Chavez, qui n'avait pas fonctionné jusqu'au bout, mais ça avait été prouvé. Donc, ce n'est pas nouveau que la CIA intervienne en Amérique latine, et tout particulièrement au Venezuela. Là, effectivement, le fait de le rendre public, ça fait monter la pression. Tout le dispositif est prêt pour, s'il le désirait... Quelles sont les preuves que le dispositif soit prêt? Vous avez des preuves? Alors, le cadre juridique est posé. Les armées sont déployées au large du Venezuela. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Est-ce que c'est vraiment jusque-là qu'il veut aller? Laurence Tardon n'a pas l'air d'accord. Non, je veux juste dire que au contraire, que les militaires américains et les agences de renseignement ont des plans prêts pour toutes les situations, celle-là et d'autres, tout le temps. Donc tout est prêt éventuellement. Donc tout est prêt éventuellement. Et alors, à propos de ces tentatives de destitution ou de coup d'État, une archive pour rappeler qu'effectivement, quand elles étaient ourdies par la CIA en Amérique latine, eh bien, elles ont une longue histoire. Cuba, le Chili et plus récemment, le Panama en 89. À bout d'arguments, parce que toutes les autres options ont été épuisées, George Bush a choisi l'intervention militaire pour chasser du pouvoir ce petit général qui, depuis 2 ans, nargue Washington. Manuel Antonio Noriega était devenu un homme bien encombrant. Après avoir été l'ami des États-Unis, il travaillait pour la CIA dans les années 60. L'an dernier, le petit dictateur était inculpé pour trafic de drogue par 2 tribunaux américains. Rien ne semblait l'atteindre, ni les sanctions économiques imposées par Ronald Reagan, ni les coups d'État 2 en 2 ans dont il sera chaque fois victorieux.
Laurence Nardon, c'est vrai, quand on voit ça, on pensait que c'était une époque révolue. Mais là, en même temps, on voit que les choses, en effet, se préparent même du côté vénézuélien, puisque le président vénézuélien a mobilisé ses troupes citoyennes, comme il dit, et son armée. Donc des deux côtés, on se prépare. Oui, après, est-ce que c'est une escalade verbale et avec des démonstrations de force pour dissuader l'adversaire? On va le voir dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Il y a des experts indépendants de l'ONU qui ont dit que les menaces et actions secrètes américaines violent la souveraineté du Venezuela et sont une escalade extrêmement dangereuse, Florent Louis. Donc on voit quand même qu'au plus haut niveau, il y a une alerte. Oui, objectivement, de toute façon, des services secrets, que ce soit américains ou autres, ils violent la souveraineté d'un État. Et effectivement, de fait, tenir des propos comme ceux que tient Trump depuis quelque temps et même depuis toujours, ça déstabilise l'ordre international. Maintenant, sur ce qu'on vient de voir, je pense qu'il faut aussi rappeler que toutes les sociétés du monde entier, mais a fortiori l'Amérique latine, sont aussi des sociétés clivées. Il faut rappeler que tous ces coups d'État dont on vient de parler, ce n'est pas la CIA toute seule qui décide ou la Maison-Blanche, en s'appuyant toujours sur des opposants qui viennent souvent solliciter. On se souvient par exemple la baie des Cochons à Cuba, qui a finalement le débarquement, qui a échoué. Donc il faut bien voir évidemment qu'il y a aussi des jeux, mais c'est pas anodin qu'aujourd'hui Marco Rubio, pour la première fois, on a un secrétaire d'État qui est d'origine cubaine, qui a donc évidemment une certaine... Cubain mais anticastriste. À la fois, évidemment, sinon il ne serait pas exilé, donc à la fois contre Castro, mais contre tous les pays, du coup, qui incarnent cette ligne bolivarienne, comme on dirait. Donc voilà, l'affaire est complexe et ce n'est pas seulement le président des États-Unis tout seul qui dit je vais renverser un régime. Parce que renverser un régime, c'est bien, mais il faut un plan après. Donc il faut un homme, entre guillemets, ou une femme, sur laquelle s'appuyer. Il faut des gens sur le terrain. Il ne suffit pas d'envoyer un missile sur le palais pour que ce régime s'effondre. En même temps, Luis Segada, est-ce que ça, c'est pas un coup de pression qui peut marcher sur, notamment par exemple, le président colombien? Il y a un accord qui est en train de se faire avec les États-Unis pour qu'il y ait plus de pression sur le narcotrafic, quelque part, et que ces présidents d'Amérique latine soient plus efficaces dans la lutte contre la drogue. Je ne sais pas, parce que le narcotrafic a toujours servi de prétexte pour les États-Unis, mais aussi ça a été un levier pour développer ces stratégies de guerre contre la drogue. Et la Colombie, qui a été la plateforme, le meilleur allié des États-Unis sur le sous-continent pendant très longtemps. Il y a eu le plan Colombie, ensuite il y a eu le plan Mérida, qui était l'équivalent pour le Mexique, qui était de la coopération militaire, sécuritaire, sous le prétexte de la lutte contre la drogue, mais qui ne cherchait pas à le résoudre, parce que ça ouvrait les portes aux renseignements américains. Et donc, mettre fin à la drogue, au final, est-ce que ça convient réellement aux États-Unis? On peut se le demander. Et vous disiez qu'on pouvait se demander si en voyant ces images, on pouvait se demander si c'était une époque révolue. Si on demande aux Latino-Américains, pour eux, ça n'a jamais changé. Les États-Unis ont toujours été impérialistes. Vous n'êtes pas d'accord sur le prétexte, je crois, quand même, Laurence Nardon. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un impérialisme américain qui n'a jamais vraiment cessé et qui revient en force aujourd'hui, ça c'est absolument évident. Mais je ne suis pas sûre pour autant que la drogue soit un prétexte, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même un problème monstrueux. Alors là, on parle de cocaïne et de meth venant d'Amérique latine. Le vrai sujet pour la drogue aujourd'hui aux États-Unis, c'est plutôt le fentanyl, on en a parlé. D'ailleurs plutôt de Chine. 75 millions de pilules de fentanyl qui vient plutôt de Chine que d'Amérique latine. Par le Nord, par le Canada. Oui, et par colis postal, on peut se commander. Voilà, donc je ne crois pas que les États-Unis, par cynisme, soient aveugles à ce problème de drogue chez eux. Vous évoquez la Chine, on va précisément en parler pour comprendre s'il n'y a pas derrière ces actions et cette escalade verbale et militaire quelque chose qui reviendrait à contrer l'influence de la Chine en Amérique du Sud. Anna. 500 milliards de dollars, c'est le montant record des échanges commerciaux entre la Chine et l'Amérique latine en 2024, ce qui fait de la Chine le deuxième partenaire commercial de la région après les États-Unis. Ce n'est donc pas étonnant que Pékin soigne ses relations avec le continent sud-américain, et plus encore depuis l'augmentation des tarifs douaniers de Trump. Les représentants des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, on va les voir, ont été conviés au mois de mai à Pékin pour parler business et en sous-texte pour lutter contre l'hégémonie américaine. En réalité, ça fait déjà plus de 10 ans que Pékin accroît tranquillement mais sûrement son influence grâce notamment à ses nouvelles routes de la soie. Xi Jinping a d'ailleurs inauguré l'année dernière, un an jour pour jour presque, une des pièces maîtresses de ce grand projet, le mégaport de Chancay au Pérou, entièrement financé et contrôlé par la Chine, ce qui lui permet d'exporter sur le continent en 25 jours contre 35 auparavant ses voitures et ses produits manufacturiers, et qui permet à l'inverse au Pérou d'exporter son cuivre. Alors aujourd'hui, il y a 20 pays sud-américains qui ont adhéré à ces nouvelles routes de la soie,
dont le Brésil et la Colombie. Ça déplaît fortement à Donald Trump qui, lui, met régulièrement la pression aux uns et aux autres pour choisir leur camp, Chine ou États-Unis. Et puis enfin, la Chine reste le principal importateur de pétrole vénézuélien, une monnaie d'échange qui permet au Venezuela de rembourser le prêt octroyé par la Chine et d'empêcher dans le même temps que son économie ne s'effondre. Florian Louis, est-ce que vous pensez que justement Trump essaye de faire main basse sur le pétrole vénézuélien ou à l'inverse qu'il essaye de stopper l'influence de la Chine sur le continent sud-américain? Alors si je devais trancher, ce qui n'est pas forcément tout à fait incompatible, mais je dirais plutôt vers la deuxième option, mais Trump, en fait, dans tout ce que vous venez de décrire, joue le rôle d'un pompier pyromane, c'est-à-dire qu'il a des politiques incendiaires, des propos incendiaires, notamment ceux qu'on vient de voir, sur des agressions et des actes d'agression contre des pays latino-américains, mais aussi les droits de douane. Donc en fait, il jette un certain nombre de pays, et pas qu'en Amérique latine, dans les bras de la Chine, puisqu'il leur dit « vous n'avez plus le droit de commercer avec nous ». Et puis après, il vient et dit « vous commercez avec la Chine, c'est très mal, je vais m'attaquer à vous ». Donc évidemment que là, il y a une contradiction politique qui est très problématique. Mais pour revenir à votre question initiale, bon, bien sûr que personne, et pas Trump non plus, ne crache sur les ressources en lithium de l'Amérique latine ou en pétrole du Venezuela. Mais les États-Unis eux-mêmes ont quand même un immense territoire, ont immensément de ressources. Et du pétrole. Et du pétrole. Donc, je ne pense pas que ce soit ça qui motive prioritairement leur politique, même s'il est clair qu'en fait, peut-être le but n'est pas tant de s'approprier ces ressources que d'empêcher que d'autres, en l'occurrence la Chine, ne le fassent. Laurence Nardon, vous souscrivez à l'analyse? Oui, tout à fait. Empêcher que d'autres le fassent main basse? Oui, ce qui va être assez compliqué, parce qu'en réalité, la Chine a énormément de moyens qu'elle déverse sur les pays d'Amérique latine. C'est pareil en Afrique, d'ailleurs. Et c'est pas forcément à l'avantage des pays, parce qu'en fait, ils se retrouvent assez rapidement, je pense au Paraguay notamment, qui se retrouvent assez rapidement en coupe réglée vis-à-vis de la Chine, parce qu'ils ont emprunté, ils doivent maintenant rembourser. Et la Chine exige l'accès aux ressources, notamment dans la forêt amazonienne, de ces pays. Et donc, les pays d'Amérique latine se retrouvent pieds et poings liés face aux exigences chinoises. Alors, je ne dis pas que l'impérialisme américain est nécessairement meilleur, mais enfin, c'est une situation très compliquée pour tous ces pays. Louis Regalat, en tous les cas, il n'y a pas vraiment de consensus, d'harmonie, de solidarité entre ces pays d'Amérique latine face aux États-Unis, face à Donald Trump. On le voit, il y a des pays qui lui sont complètement proches, comme bien évidemment l'Argentine de Milei. L'Argentine de Milei, le Salvador de Nayib Bukele, l'Équateur avec Daniel Noboa qui va peut-être bientôt, qui essaye de modifier la Constitution pour faire revenir des bases américaines sur son territoire. Effectivement, on voit bien que l'Amérique latine est divisée par rapport à cet alignement sur les États-Unis. On voit bien effectivement que l'Amérique latine est un échiquier sur lequel s'affrontent les deux grandes puissances. Mais la différence, c'est peut-être sur la façon d'agir. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera la conclusion de ce débat. Merci d'être venus et de nous avoir éclairés tous les trois. On va rester dans l'actualité vue par Victor Dequiver et Marie Bonisseau. C'est Octobre Rose, vous le savez, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et à la nécessité de sa prévention. Ça passe entre autres par la mammographie. L'occasion de jeter un œil aux représentations du sein dans la peinture occidentale sublime. Et pourquoi les bancs publics en bois et les chaises en plastique disparaissent-ils de l'espace public? Les vieux, les flâneurs, les jacasseurs et les lecteurs doivent-ils être bannis de cet espace? On en reparlera avec eux. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Fondation Cartier, du nom de cette grande institution qui a déménagé près du Louvre, à Paris, c'est entendu. Aujourd'hui, je suis à la Fondation Cartier. La Fondation Cartier pour l'art contemporain. La Fondation Cartier. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Fondation Cartier, du latin fundare, poser les bases, et du patronyme d'un célèbre joaillier connu pour un modèle de montre destiné à un aviateur, désigne la fondation d'entreprise de la marque, consacrée à l'art contemporain. Le 25 octobre, elle déménage dans un immense bâtiment au cœur du vortex culturel français. Quittant son bâtiment coquin, entièrement vitré du 14e arrondissement, boulevard Raspail, autant dire la banlieue dans l'impensé du monde de l'art, la Fondation Cartier pour l'art contemporain, c'est son petit nom de baptême, prend ses aises dans une surface 5 fois plus grande, nichée dans l'ancien Louvre des antiquaires, transfiguré après 10 ans de travaux. Pimpé sous toutes les coutures par le starchitecte au crâne glabre, selon le principe de l'architecture dynamique, en clair, sol et plafond peuvent bouger, un pâté de maison entier long de 150 mètres sur 3 niveaux permet d'exposer sur 6500 mètres carrés 10% du stock d'œuvres acheté par la Fondation. L'ambition du maître des lieux, tripler le nombre de visiteurs. Contrairement à la bourse de commerce financée sur Grisby personnel sans cadeau fiscal,
la Fondation Cartier permet à son heureux propriétaire, comme d'autres fusées françaises du luxe, de déduire de son impôt 60% des sommes investies en mécénat. Manière de s'acheter au prix de la ferraille, Cartier dérive de Chartier, une image en or. La Fondation Cartier est créée en 1984 au domaine de Moncel par le patron de la marque, aidé d'un copain marseillais sculpteur barbu. Les deux ont les mêmes ennuis, le plagiat. Le PDG offre une armée d'avocats à l'artiste qui répond « Mais tu sais, les avocats on s'en fout, ce qu'on veut c'est du pognon pour exposer ». L'art et la manière. Merci, Monsieur Nolte. Retour de Marie Bonisseau, néo-courégienne, et de Monsieur Victor de Quiver, très chic, pour vos chroniques. Alors, Octobre Rose, oui, ça fait 40 ans que ça nous le rappelle, le dépistage du cancer du sein, c'est fondamental et ça peut sauver des vies. Mammographie, rendez-vous, visite, etc. L'occasion pour vous de nous faire un petit passage en revue de la représentation du sein dans la peinture occidentale. Oui, et pas de tartufferie entre nous, Elisabeth. Découvrons nos seins qu'on ne saurait pas ne pas voir. Les seins fascinent les artistes et pas seulement pour leur côté érotique. Car au départ, on représente la poitrine dans l'histoire de l'art. C'est parce que si on la représente, c'est qu'elle incarne la terre nourricière, surtout en temps de famine. Et c'est le cas au Moyen-Âge, par exemple. Les vierges qui donnent le sein sont là pour apaiser les fidèles. La poitrine incarne la charité divine et l'abondance de la foi. Il en perd son stylo. Il y a une exception, la Vierge de Fouquet. Ouais, une exception miraculeuse. En 1450, Jean Fouquet qui peint une vierge au sein fugueur. Sein fugueur qui fait scandale. Pourquoi ? Parce que la Sainte Mère Marie que vous voyez là a comme par hasard les traits d'Agnès Sorel, la maîtresse du roi Charles VII. Imaginez la transgression. Transgression qui va nous faire basculer peu à peu dans l'érotisme. Les seins ressemblent tantôt à des pommes qu'on nous incite à toucher, comme Gabrielle d'Estrée et sa sœur, qui devine d'ailleurs en lui pinçant le sein la grossesse à venir. Les seins nourrissent aussi l'imagination, et je crois que c'est un de vos tableaux préférés, comme cette nymphe alanguie, dont la source derrière elle abreuve les poètes et les philosophes. Nous sommes en 1530, et ce chef-d'œuvre est de la main de Cranach l'Ancien. Mais la femme est trop souvent livrée au regard masculin, voire à la violence. Regardons maintenant cette Sainte Agathe, peinte par Zurbaran. Sainte Agathe qui refuse de se soumettre, de se convertir et d'épouser un vulgaire consul. Alors, il l'enferme pendant 30 jours quand même dans un lupanar, mais elle refuse encore de se renier. Alors, il lui arrache les seins avec une tenaille, une persécution religieuse et amoureuse, dit-on. 19e siècle, les seins prennent du galon, comme ils deviennent politiques. Dans La liberté guidant le peuple de Delacroix, regardez, Marianne marche seins nus, fière et glorieuse sur les barricades. Sa poitrine symbolise la République et la liberté. Mais voyez-vous, et c'est assez marrant, ce qui choque à l'époque, c'est pas tant cette poitrine que les poils sous les bras. La liberté a-t-elle de la pilosité? Des poils. Vous avez 4 heures. En tout cas, elle guide le peuple et ça, on est bien d'accord. Oui, la liberté est velue, absolument. Hein. Merci, Victor. Marie, en Espagne, les longues conversations au soleil couchant sont une tradition délicieuse et elles se perdent. Bah oui, imaginez, il a fait une chaleur écrasante toute la journée. Enfin, il est 18h, 19h, le soleil devient orange. Un petit vent frais se lève et c'est l'heure de sortir sa chaise en plastique pour aller taper le bout de gras sur le trottoir avec les voisins, les voisines. Rituel immuable, croyait-on, dans les villages espagnols, mais aussi les villages grecs et du sud de l'Italie depuis des siècles. Toute la Méditerranée sort prendre le frais. Il y a une expression en espagnol, tomar el fresco, ou salir à la fresca. Voilà, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, le maire d'un petit village andalou a carrément proposé d'inscrire cette coutume de sortir prendre le frais au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était il y a quelques années, quand il s'est rendu compte que petit à petit, les réseaux sociaux prenaient le pas sur ces conversations du soir. Mais oui, c'est déprimant. Dans son hors-série en kiosque, ce mois-ci, le magazine Courrier International, qui se consacre aux liens qui nous font du bien, se fait l'écho notamment de la lente disparition de ces cercles de parole informels. Alors ça peut être à cause d'un cas isolé, à cause d'une municipalité bornée, comme cet été Santa Fe, en Andalousie toujours, qui a fait la une des journaux de son pays, à cause d'un tweet de sa police locale qui rappelait aux habitants que sortir une chaise pour prendre l'air dans la rue était certes une coutume ancestrale, mais que ça n'était pas toujours autorisé et qu'il fallait obéir aux agents. Voilà, c'était un message qui était accompagné d'une photo particulièrement mal choisie, puisque regardez, on y voyait 6 señoras
aussi Adorable et inoffensive souriant. qu'un tricot sans aiguille. Bah oui, qui a envie de les bouger de là. Non, la vraie raison de la disparition de ces moments d'interaction sociale, ce sont les grandes villes et ces canicules de plus en plus violentes. À Madrid, Barcelone, Séville, les trottoirs fondent, les bancs n'existent presque plus, les centres sociaux baissent le rideau pendant ces vagues de chaleur. En hiver, ça va, raconte Isabelle, 83 ans. Je me promène un peu, je vais au marché en été. Si ma fille ne m'appelle pas, je peux passer 3 jours sans parler à personne. Contre ça, quelques initiatives d'urbanisme, par exemple. Barcelone a aménagé littéralement des itinéraires sécurisés, ombragés et avec des bancs tous les quelques mètres pour encourager tout le monde à marcher, même en été. Et puis à Alamden, qui est une petite commune de 5000 habitants, là c'est plus modeste, mais regardez, la photo est quasiment biblique. La mer organise désormais des soirées qui s'appellent « Viens prendre l'air avec la mer ». Donc il y a les gens qui doivent ramener leurs propres chaises dans les différents lieux de la ville. C'est mignon, c'est un petit début, mais demain, Isabelle, je vous propose de faire l'émission sur le trottoir avec des chaises en plastique. Ok, chiche. Et puis avec la mer, là, c'est spontané en plus, la jacasserie. Bon, merci à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, donc sur le trottoir. En tout bien, tout honneur. À 20h05. Tchuss, bis morgen.